Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Banquet écrit par Platon. C'est notre premier live de lecture sur cette œuvre. Nous lirons ce soir quelques passages que je vais vous détailler un peu plus dans cette introduction. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à checker la description de la vidéo ainsi que la barre de lecture de la vidéo. Vous y trouverez des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au passage qui vous intéresse. De la même manière, vous trouverez dans l'onglet playlist de ma chaîne la playlist Et si on lisait le banquet. Comme ça, vous aurez les épisodes à venir. J'estime que nous allons venir à bout de cette œuvre au bout de 3 lives. Je pense qu'en 3 lives, on aura fait le tour. Je pense qu'en 3 lives, on aura le temps de tout lire. J'ai un peu essayé de baliser notre lecture. J'ai un peu essayé de me renseigner avant de me lancer. En regardant brièvement, il me semble qu'il n'y a pas de découpe réelle dans ce texte de philosophie. Il n'y a pas, je vais dire par exemple de chapitrage ou quoi que ce soit. Par contre, on peut repérer quelques petites choses et dans ce bouquin, j'ai notamment un plan qui nous est donné par l'éditeur, qui nous dit qu'il y a d'abord une sorte de préambule, d'introduction, et qu'ensuite on passe au discours. Donc voilà, le texte va se composer de différents discours de certains personnages. Alors, je me suis un tout petit peu renseigné en amont, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, Platon, philosophe, aux alentours de 400 avant Jésus-Christ, Grèce antique, tout ça, qui est surtout connu pour avoir publié des dialogues, les dialogues de Platon, dont fait partie le banquet. Et dans ce banquet, il y a des discours. La forme du texte, apparemment, se rapproche d'un discours, d'un dialogue, puisque on va être confronté à plusieurs personnages qui discutent ensemble de divers sujets. Et donc, chacun va avoir une sorte de discours concernant le sujet donné. C'est pourquoi ce soir, nous lirons le discours de Phèdre, nous lirons le discours de Pausanias, nous lirons le discours d'Éric Simac. Et je pense que ce sera les 3 seuls discours que nous lirons aujourd'hui, puisque on va aussi lire l'introduction, le préambule, etc. Donc voilà, je pense que même si il n'y a pas de découpe claire, nette, comme des parties, comme des chapitres, je pense qu'à la rediffusion, j'organiserai les choses de cette manière. Je mettrai des timecodes au moment où on change de discours selon le plan qui m'est donné dans cette édition. Voili, voilou, comme ça vous savez à peu près comment je me projette dans cette œuvre. Ça fait plaisir parce que ça fait quelque temps qu'on n'a pas lu de philosophie, si je dis pas de bêtises, et ces temps-ci, j'ai bien envie d'en lire justement. J'ai lu récemment Soren Kierkegaard, Traité du désespoir en off. J'ai beaucoup apprécié. Je sais pas pourquoi, un certain appétit pour la philosophie ces temps-ci. Et vraisemblablement, Platon, ça devrait être accessible. Parce que voilà, il y a ça comme problème, on va dire, avec la philosophie, c'est que ça donne des textes pas toujours accessibles en live de lecture à voix haute, comme ça, c'est pas toujours évident. On l'avait vu avec Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, que j'avais trouvé quand même vachement opaque sur bien des aspects. Euh, et cela va de pair avec le fait que voilà, les textes philosophiques, peut-être qu'en en faisant une lecture à voix haute de cette manière, ça reste un petit peu en surface, ça reste un petit peu superficiel, on va vite, on lit une fois la phrase et on passe à la suivante, alors que peut-être des textes philosophiques mériteraient une étude, mériteraient qu'on s'y attarde un peu plus, qu'on plonge dans le texte, qu'on prenne des notes, qu'on fasse des liens et ainsi de suite, qu'on remette ça dans son contexte, etc. Donc voilà, dites-vous que là, on se donne un exercice euh, de, de découverte, je dirais ça, de découverte, de mettre le petit doigt dedans. Après, loisir à vous d'aller plus en profondeur dans vos lectures. Euh, mais c'est vrai que en live comme ça, je vais avoir du mal à aller plus loin
que la simple lecture à voix haute et puis, éventuellement quelques discussions durant, les pauses et les, fins de live. Mais voilà, c'est compliqué d'entrer davantage dans le détail. Je n'ai aucune, qualification, quelle qu'elle soit en philosophie. Je vais pas savoir vous donner des cours de philosophie, c'est pas le but. C'est clairement pas le but de ces lives. Bien, avant qu'on entame la lecture, je voulais simplement, vous dire deux trois mots puisque, on a terminé la lecture ce mardi des contes nocturnes d'Hoffmann. Nous passons donc au banquet de Platon qui devrait nous durer 3 lives. Qui dit 3 lives dit que dès la semaine prochaine, on devrait avoir terminé cette lecture. Donc il va falloir que je l'enchaîne. Alors, je vais normalement peut-être pouvoir aller à la librairie demain. Si j'y vais et que j'arrive à mettre la main sur, des livres de ma shortlist que je prépare depuis quelques semaines maintenant, ça devrait le faire. Si je n'y arrive pas, j'ai toujours L'île mystérieuse de Jules Verne sur lequel on va pouvoir se rabattre. Heu et éventuellement, si ça devait s'organiser autrement, j'ai aussi une autre lecture qui arrive puisque alors une lecture un peu particulière encore une fois, puisque j'ai Les aventures du Pierrot Barbare et de Billy dans La Corne des Sables d'Ivoire, écrit par Bob Lennon, le tome 2 de ces aventures, de cette sorte de livre dont vous êtes le héros. On avait donc déjà fait le tome 1 de cette série de livres-jeux en live ensemble. Et on va entamer le tome 2, je pense, dès dimanche. Je peux pas vous le certifier, mais je pense que dès dimanche dans l'après-midi, on fera un live sur le tome 2. Et je me tâte encore, mais je pense qu'on va se refaire un personnage de zéro et que je ferai peut-être même ça avec vous. Je ferai peut-être même ça, je prendrai peut-être même les décisions de création de personnages en votre compagnie. Parce que je me dis que à la fois c'est intéressant de faire une continuité avec le tome 1, mais à la fois c'est intéressant de découvrir d'autres facettes de ce jeu, de ce livre-jeu. Donc ouais, j'ai bien envie de tenter un archétype de personnage un peu différent, voir où ça peut nous amener, voir, quelles autres possibilités s'ouvrent à nous dans cette aventure. Donc voilà, comme ça vous savez à peu près où est-ce qu'on va dans les lives de lecture de ces temps-ci. Vous voyez également que derrière moi, paf, l'étagère s'est bien remplie. Je me suis dit, le tri de ma bibliothèque, ça fait des semaines et des semaines que je vous en parle et je la fais toujours pas. Donc j'ai déjà séparé les bouquins dont je dois vous parler. Donc là, il doit y avoir, la lettre G à j'ai mis quoi? G, H, I, J. Je crois que je me suis arrêté à K peut-être? J'ai dû m'arrêter à K. Donc voilà, on doit avoir de G à K ici, ma bibliothèque, prête à se faire, répertorier, prête à se faire, «critiquer» entre guillemets, commenter du moins, dans un live. Donc ça arrivera bientôt aussi. Et pour se séparer un petit peu de la littérature cette fois-ci, je voulais vous parler, encore une fois, d'une petite sortie culturelle qui me fait bien plaisir. La semaine passée, c'était le nouvel album de Green Day, Saviors, dont je vous ai parlé, qui est super, super cool. Cette semaine, aujourd'hui même, c'est le nouvel album d'Alkaline Trio, Blood, Air and Eyeballs, le 10e album. C'est fou en vrai qu'ils aient 10 albums. Bref, je l'ai reçu tout à l'heure, je l'ai écouté tout à l'heure. Et j'adore, j'adore, j'adore. Donc, bref, là c'est carrément ma came. C'est Alkaline Trio. Je pense que c'est devenu un de mes groupes de cœur en vérité. Donc, n'hésitez pas. Si vous aimez le pop punk, si vous aimez le punk, si vous aimez, on va dire, l'emo, si vous aimez un peu les esthétiques emo, gothique, ce genre de choses, je pense que vous devriez bien apprécier. Il y a une ambiance vraiment très cool à cet album. On les reconnaît bien et à la fois, ils ont tenté quelques petites choses assez extravagantes. Alors, je dirais que l'album n'est pas révolutionnaire. Ça réinvente pas la roue. Mais par contre, c'est vraiment de la bonne musique. Et j'étais vraiment trop trop content à l'écoute de cet album. L'énorme défaut que je lui donne, c'est que il n'y a que 10 chansons. En vérité, il y en a 11, mais une d'elles fait 1 minute et c'est un instrumental qui sert un peu d'intro à une autre chanson. Donc voilà, c'est comme s'il y avait 10 chansons et l'album dure 35 minutes. Donc quand je suis arrivé à la fin de l'album, j'étais juste frustré, j'étais
Ah, mais j'en veux encore 5, 6 chansons. Bref, mais sinon vraiment très, 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 très bon. Je surkiffe Alkaline Trio, c'est trop mon kiff. N'hésitez pas à donner une chance au produit, n'est-ce pas? Vous trouverez ça chez les meilleurs disquaires, ou sur Spotify ou sur YouTube ou où vous voulez. Franchement, c'est trop ma came, c'est trop kiffant. En plus, c'était le dernier album pour le batteur Derek Grant, qui quitte le groupe. Ça fait un petit quelque chose parce que Derek Grant, il est très chaud et il a notamment beaucoup participé à la structure des chansons. C'était lui qui mettait un peu son élan dedans. C'est vrai que Alkaline Trio, alors sans avoir des structures giga extravagantes encore une fois, mais c'est quand même relativement rare qu'on soit sur le classique couplet 1, refrain, couplet 2, refrain, pont, refrain. C'est quand même relativement rare que ça s'arrête là, je vais dire. Ou bien, euh, ou bien on va partir de là, mais avec des variantes intéressantes. Donc ouais, Derek Grant, il faisait pour beaucoup dans la structuration des chansons a priori. Et puis à la batterie, bah, il était juste excellent. Donc voilà, voilà, remplacé par Atom Willard, batteur avec lequel j'ai un peu plus de mal, mais bon, qui a officié au sein de Angel and Airwaves, qui a officié au sein de The Offspring par exemple. Donc c'est quand même du bon. D'ailleurs, très drôle de voir que Matt Skiba, qui est le guitariste-chanteur d'Alkaline Trio, avait remplacé Tom DeLonge dans Blink 182. Et que Atom Willard était batteur pour Angel and Airwaves, l'autre groupe de Tom DeLonge. Donc comme quoi c'est un petit monde où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, tout le monde se remplace. Mais bref, il y a des liens qui sont assez cocasses et assez drôles à remarquer. Bien, c'était un petit aparté. Il fallait que j'en parle parce que moi ça me ravit et j'adore parler des choses qui me font vibrer. Donc il fallait trop que je vous en parle. Voili voilou. Cette introduction n'a que trop duré. Je vous propose de nous lancer dans la lecture. Pour cette première partie de lecture de ce soir, je vais la faire en deux parties, la lecture ce soir. Le live risque d'être relativement court, je pense. Je vais commencer du coup par vous lire les introductions, préambules, etc. Et on va entamer les discours avec le discours de Phèdre sur Eros. Ce sera le premier discours du jour. Je pense que à ce moment-là, on fera une pause. Et ensuite, on terminera avec deux autres discours. Je pense que c'est à peu près comme ça que ça va s'articuler ce soir. Comme d'habitude, quand j'entame une nouvelle lecture, il y a un peu un temps d'adaptation, donc je vous prierai d'être indulgent. Je vais faire de mon mieux pour que la lecture soit compréhensible et agréable pour tout le monde. Euh, il me semble que la forme ressemble un peu à du théâtre finalement, en cela que, pour vous expliquer moi ce que j'ai devant les yeux, j'ai les noms des personnages et leur tirade en quelque sorte. Donc, on avait déjà fait une tentative de lecture de théâtre en live et on avait essayé plusieurs formules. A priori, la formule qui plaisait davantage à vous, chers viewers, et à moi également, je pense, c'est la formule où, une fois qu'un personnage a été introduit, je ne le réintroduis pas à chaque début de tirade, je poursuis simplement le dialogue. Donc je pense que je vais essayer d'opérer de cette manière-là. Si toutefois à un moment, parce qu'il y a beaucoup de personnages, si toutefois à un moment je vois que ça devient compliqué, ne soyez pas étonnés que je rappelle le nom du personnage en question avant sa tirade. Je vais essayer de le faire le moins possible tant que ça reste compréhensible. Mais si ça devient un peu plus touffu, qu'il y a un peu plus de personnages, que ça devient plus un ping-pong et que c'est compliqué de suivre, peut-être que je vous rappellerai les personnages en début de tirade, même si ça fait un peu moins naturel, mais bon. Et que ça rendra un peu moins fluide. Encore une fois, je préfère, comment on dit? Mince, j'ai plus le terme. J'ai une préférence pour la compréhensibilité que pour l'agréabilitude. L'agréabilitude n'étant qu'un bonus, n'est-ce pas? Bref, santé à tous les amis. Prenez place. Hop, on change de setup. Alors vous voyez que j'ai coupé la couverture parce que je préfère prendre pas de risque. Je pense qu'il y aurait pas de risque en vérité.
Mais bon, je sais pas, des fois Twitch et YouTube, ont un peu des réactions étonnantes. Donc j'ai préféré couper la couverture au cas où, comme ça, j'ai pas besoin de censurer derrière, j'ai pas besoin de me prendre la tête et de me dire: «Ah non, ma vidéo n'est pas en ligne». Bref, j'ai préféré préparer le coup et comme ça on est tranquille, de toute façon c'est pas giga important. Allez, bonne écoute, que vous me suiviez dans l'ombre du chat Twitch ou en rediffusion sur YouTube, et je vous dis à dans quelques minutes pour la pause. Le banquet ou de l'amour genre moral, écrit par Platon. Apollodore. J'estime n'être pas trop mal préparé à vous raconter ce que vous avez envie de savoir. L'autre jour, en effet, je venais de Phalère qui est mon dème, et je montais vers la ville. Alors, un homme que je ne connaissais et qui marche, que je connaissais et qui marchait derrière moi m'aperçut, et se mit à m'appeler de loin sur le ton de la plaisanterie. Glaucon. Hé, l'homme de Phalère, toi, Apollodore, tu ne veux pas m'attendre? Apollodore. Et moi de m'arrêter pour l'attendre, et lui de reprendre. Apollodore, dit-il, justement je cherchais à te rencontrer, pour connaître tous les détails concernant l'événement qui réunit Agathon, Socrate, Alcibiade et les autres, qui avec eux prirent alors part au banquet. Et quels discours ils tinrent sur le thème de l'amour. Quelqu'un d'autre en effet m'en a fait un récit qu'il tenait de Phénix, le fils de Philippe, et il m'a dit que toi aussi tu étais au courant. Mais lui, malheureusement, il ne pouvait rien dire de précis. Fais-moi donc ce récit, car nul n'est plus autorisé que toi pour rapporter les propos de ton ami. Mais, reprit-il, dis-moi d'abord si tu as pris part à la réunion, ou non. Apollodore. On voit bien, répartis-je, qu'il ne t'a vraiment rien raconté de précis, celui qui t'a fait ce récit, si tu estimes que la réunion dont tu t'informes est assez rapprochée dans le temps pour que je puisse y avoir pris part. Je pensais bien que c'était le cas. Comment, repris-je, peux-tu dire cela, Glaucon? Tu ne sais pas que depuis plusieurs années, Agathon ne réside plus ici, alors que cela ne fait pas encore 3 ans que je fréquente Socrate et que je m'emploie chaque jour à savoir ce qu'il dit et ce qu'il fait. Auparavant, je courais de ci de là au hasard, m'imaginant faire quelque chose, alors que j'étais plus misérable que quiconque, à l'instar de toi maintenant, qui t'imagine que toute occupation vaut mieux que de pratiquer la philosophie. Ne te moque pas, reprit-il, mais dis-moi quand eut lieu cette réunion. Nous étions encore des enfants, répondis-je. Cela se passa quand Agathon remporta le prix avec sa première tragédie, le lendemain du jour où, en compagnie de ses chorettes, il offrit un sacrifice en l'honneur de sa victoire. Cela doit donc remonter à fort longtemps, fit-il remarquer. Mais qui t'en a fait le récit? Socrate lui-même? Non, par Zeus, dis-je, mais celui qui l'a raconté à Phénix. C'était un certain Aristodème, du dème de Kydathénéon, un homme petit qui allait toujours pieds nus. Il était présent à la réunion, car parmi ceux d'alors, c'était l'amant le plus fervent de Socrate, me semble-t-il. Mais bien entendu, j'ai après coup posé à Socrate quelques questions sur ce que m'avait rapporté Aristodème, et il confirma que le récit d'Aristodème était exact. Pourquoi donc, reprit-il, ne pas me faire ce récit? Après tout, la route qui monte à la ville est faite exprès pour qu'on y converse en marchant. Voilà comment tout en marchant nous nous entretenions de cet événement, de sorte que, tout comme je le disais en commençant, je ne suis pas si mal préparé à vous en informer. Si donc il me faut à vous aussi faire ce récit, allons-y. En tout cas, pour ce qui me concerne du reste, c'est un fait que parler moi-même de philosophie ou entendre quelqu'un d'autre en parler constitue pour moi, indépendamment de l'utilité que cela représente à mes yeux, un plaisir très vif. Quand au contraire j'entends d'autres propos, les vôtres en particulier, ceux de gens riches et qui font des affaires, cela me pèse, et j'ai pitié de vous, mes amis, parce que vous vous imaginez faire quelque chose, alors que vous ne faites rien. En revanche, c'est sans doute moi que vous tenez pour malheureux, et j'estime que vous êtes dans le vrai en le pensant. Pour ma part, en tout cas, je n'estime pas que vous êtes malheureux, j'en suis convaincu. Anonyme. Tu es toujours le même, Apollodore, toujours à t'accuser et à accuser les autres. Et tu me donnes l'impression de penser que Socrate excepté, absolument tous les hommes sont des misérables, à commencer par toi. D'où peut venir ton surnom de fou furieux? Pour ma part, je l'ignore. Il n'en reste pas moins que dans les propos que tu tiens,
Tu ne changes pas, toujours agressif contre toi-même et les autres, à l'exception de Socrate. Très cher ami, c'est mon opinion sur moi-même et sur vous autres qui fait que je passe pour fou furieux, pour à côté de la plaque. Ce n'est pas la peine, Apollodore, de nous disputer là-dessus alors qu'il est. Fais plutôt ce que précisément nous t'avons demandé. Ne te dérobe pas, mais rapporte les discours qui furent prononcés. Eh bien, voici à peu près quels ils furent. En fait, il vaut mieux que je reprenne le récit à partir du début, et que je m'efforce de jouer pour vous, à mon tour, le rôle du narrateur. Aristodème. Je tombais, en effet, me dit-il, sur Socrate qui venait du bain et qui portait des sandales, ce qu'il ne faisait que rarement. Et je lui demandai où il allait pour s'être fait si beau. Et lui de me répondre: Je vais souper chez Agathon. Hier, en effet, je me suis abstenu d'aller à la fête donnée pour célébrer sa victoire, car je craignais la foule. Mais j'ai promis d'être là aujourd'hui. Voilà bien pourquoi je me suis fait beau, car je désire être beau pour aller chez un beau garçon. Mais toi, au fait, poursuivit-il, que penserais-tu de venir au souper sans y avoir été invité? Je ferai comme tu voudras, répondis-je. Dans ce cas, suis-moi, dit-il. Ainsi nous ferons, en le transformant, mentir le proverbe qui dit: Au festin des gens de bien se rendent sans y avoir été invités les gens de bien. Homère court le risque non seulement d'avoir fait mentir le proverbe, mais aussi de l'avoir traité avec arrogance. En effet, après avoir décrit Agamemnon comme un homme de première qualité à la guerre, et Ménélas au contraire comme un guerrier sans nerfs, il s'arrange le jour où Agamemnon offre un sacrifice et un repas pour faire venir Ménélas au festin sans qu'il y ait été invité, le moins bon venant à la table du meilleur. À ces mots, dit Aristodème, je répondis: Je vais sans doute moi aussi prendre un risque, mais non pas celui que tu évoques, Socrate. Je crains plutôt d'être, comme chez Homère, l'homme de rien qui se rend au festin offert par un homme de distinction, sans y avoir été invité. Si tu m'y amènes, c'est donc à toi de voir quelle excuse trouver, car moi je ne vais pas avouer que je suis venu sans invitation. Je dirais plutôt que c'est par toi que j'ai été invité. Lorsque l'on chemine à deux, on va plus loin sur la route. Nous délibérerons sur ce que nous allons dire. Allons, en route. Après avoir échangé ce genre de propos, poursuivait-il, ils se mirent en route. Or, chemin faisant, Socrate, l'esprit en quelque sorte concentré en lui-même, avançait en se laissant distancer, et, comme je l'attendais, il me recommanda de continuer à avancer. Quand je fus arrivé à la demeure d'Agathon, je trouvai la porte ouverte. Et là, je me retrouvai dans une situation quelque peu ridicule. En effet, un des serviteurs qui se trouvait à l'intérieur vint aussitôt me chercher pour me conduire dans la salle où les autres convives étaient étendus sur des lits, et je les trouvai sur le point de souper. Et dès qu'Agathon m'aperçut, il m'interpella en ces termes: Aristodème, tu arrives à point pour souper avec nous. Si tu es venu pour autre chose, remets cela à plus tard, car hier justement je t'ai cherché pour t'inviter, sans parvenir à te trouver. Mais Socrate, comment se fait-il que tu ne nous l'amènes pas? Je me retourne, racontait Aristodème, et je constate qu'effectivement Socrate ne m'a pas suivi. J'expliquai donc que c'est bien avec Socrate que j'étais venu, et que c'était lui qui m'avait invité à venir souper. Tu as bien fait, dit Agathon. Mais lui, où est-il? Il marchait derrière moi il y a un instant. Moi aussi je me demande où il peut bien être. Allons, mon garçon, dit Agathon. Va voir où est Socrate et ramène-le. Toi, Aristodème, prends place sur ce lit près d'Eryximaque. Esclave. Et alors qu'un serviteur lui faisait des ablutions pour lui permettre de s'étendre sur un lit, un autre arriva et annonça: Votre Socrate s'est retiré sous le porche de la maison des voisins, et il s'y tient debout. J'ai beau l'appeler, il ne veut pas venir. Quel comportement étrange, s'écria Agathon. Va lui dire de venir, et ne le lâche pas d'une semelle. N'en faites rien, répliquai-je. Laissez-le plutôt. C'est une habitude qu'il a. Parfois il se met à l'écart n'importe où, et il reste là debout. Il viendra tout à l'heure, je pense. Ne le dérangez pas, laissez-le en paix. Eh bien, soit, laissons-le, si tel est ton avis, reprit Agathon. Mais à nous autres, il faut, garçons, nous apporter à manger. Vous servez toujours ce qu'il vous plaît, s'il arrive qu'il n'y ait personne pour vous surveiller, ce que personnellement je n'ai jamais fait. Aujourd'hui donc, faites comme si c'était vous qui nous aviez invités à souper moi-même, et les autres convives, et traitez-nous de façon à mériter nos éloges. Là-dessus, racontait-il, nous nous mettons à souper, mais Socrate n'arrivait pas.
Aussi Agathon demanda-t-il à maintes reprises qu'on allât le chercher, mais je m'interposai. Enfin, Socrate arriva sans s'être attardé aussi longtemps qu'à l'ordinaire. En fait, les convives en étaient à peu près au milieu de leur souper. Alors Agathon, qui était seul sur le dernier lit, s'écria « Viens ici, Socrate, t'installer près de moi, pour que, à ton contact, je profite moi aussi du savoir qui t'est venu alors que tu te trouvais dans le vestibule. Car il est évident que tu l'as trouvé et que tu le tiens, ce savoir. En effet, tu ne serais pas venu avant. » Socrate s'assit et répondit « Ce serait une aubaine, Agathon, si le savoir était de nature à couler du plus plein vers le plus vide. Pour peu que nous nous touchions les uns les autres, comme c'est le cas de l'eau qui, par l'intermédiaire d'un brin de laine, coule de la coupe la plus pleine vers la plus vide. S'il en va ainsi du savoir aussi, j'apprécie beaucoup d'être installé sur ce lit à tes côtés, car de toi, j'imagine, un savoir important et magnifique coulera pour venir me remplir. Le savoir qui est le mien doit être peu de choses, voire quelque chose d'aussi illusoire qu'un rêve, comparé au tien qui est brillant et qui a un grand avenir, ce savoir qui, chez toi, a brillé avec un tel éclat dans ta jeunesse et qui, hier, s'est manifesté en présence de plus de 30 000 Grecs. » « Tu es un insolent, Socrate, » répliqua Agathon. « Toi et moi, nous ferons valoir nos droits au savoir un peu plus tard, en prenant Dionysos pour juge. Mais pour l'instant, occupe-toi de souper. » Là-dessus, racontait Aristodème, Socrate s'allongea sur le lit et, lorsqu'ils eurent fini de souper, lui et les autres on fit des libations. On chanta en l'honneur du dieu, et, après avoir fait ce qu'on a coutume de faire, on se préoccupa de boire. Or, racontait Aristodème, ce fut Pausanias qui le premier prit la parole, et qui tint à peu près ce discours. « Eh bien, mes amis, comment allons-nous faire pour boire sans avoir trop de problèmes ? En ce qui me concerne, je dois vous avouer que je ne me sens pas très bien après ce que j'ai bu hier, et que j'ai besoin d'un répit. Du reste, j'imagine que vous êtes la plupart d'entre vous dans le même cas, car vous étiez là hier. Voyez donc de quelle façon nous pourrions boire sans avoir trop de problèmes. » C'est alors qu'Aristophane intervint. « Bravo, Pausanias, tu as raison de vouloir prendre toutes les dispositions qui nous évitent d'avoir des problèmes en buvant, car moi aussi je suis de ceux qui se sont saoulés la gueule hier. » Sur ce, racontait Aristodème, Éryximaque, le fils d'Acoumen, intervint. « Vous avez raison, dit-il. Il en est encore un que j'aimerais entendre. Comment te sens-tu, Agathon ? As-tu encore la force de boire ? » ?»« Moi non plus, je ne me sens absolument pas force à boire. Pas de force à boire. »« Quelle chance, me semble-t-il, reprit Éryximaque. Ce serait pour nous, c'est-à-dire pour moi, pour Aristodème, pour Phèdre et pour les autres qui sont ici, que vous, ceux qui, pour ce qui est de boire, avez le plus de capacité, ayez maintenant renoncé à le faire, car nous autres, nous ne sommes jamais de taille. Pour ce qui est de Socrate, je fais une exception. Il peut en effet faire les deux choses, boire ou ne pas boire, si bien que, quel que soit le parti que nous prendrons, il s'en accommodera. Étant donné qu'aucun de ceux qui sont ici ne me paraît disposé à boire beaucoup de vin, peut-être arriverai-je à vous paraître moins agaçant en vous disant la vérité sur l'ivresse. Pour moi, assurément, s'il est quelque chose que la médecine a fait apparaître clairement, c'est que l'ivresse est dommageable pour l'homme. Aussi me garderai-je de souhaiter boire de mon plein gré, outre mesure, et de conseiller à quelqu'un d'autre de le faire, surtout s'il a la tête encore lourde de la veille. Quant à moi, interrompit Phèdre de Myrинonte, j'ai assurément l'habitude de suivre tes conseils, surtout en matière de médecine. Mais aujourd'hui, les autres aussi le feront, s'ils sont prêts à suivre un bon conseil. » Ces paroles furent entendues, et tout le monde convint qu'il ne fallait pas consacrer cette réunion à s'enivrer. On ne boirait que pour le plaisir. « Eh bien, reprit Éryximaque, puisqu'il est admis que chacun boira la quantité de vin qui lui plaira, sans rien imposer, j'introduis une nouvelle proposition. C'est de dire au revoir à la joueuse d'Olos, qui vient d'entrer dans cette pièce. Qu'elle joue de l'Olos pour elle-même ou, si elle le souhaite, pour les femmes de la maison. Nous autres, nous emploierons le temps que durera la réunion d'aujourd'hui à prononcer des discours. Et pour savoir sur quel sujet porteront ces discours, je puis, si vous le souhaitez, vous faire une proposition. » Tous déclarèrent qu'ils étaient d'accord, raconta Aristodème, et ils l'invitèrent à faire sa proposition. Éryximaque reprit donc. « J'emprunte les premiers mots de ce que j'ai à dire à la Mélanippe d'Euripide. Non, il n'est pas de moi le discours que je vais tenir, mais de Phèdre, ici présent. En effet,
Phèdre ne manque pas une occasion de me dire avec indignation: Éryximaque n'est-il pas intolérable que pour d'autres dieux les poètes aient composé des hymnes et des péans, alors que, en l'honneur d'Éros, qui est un dieu si ancien et si grand, jamais un seul poète parmi un si grand nombre n'a composé le moindre éloge? Tourne par ailleurs tes regards, si je le préfère, vers les sophistes qui comptent. Ils écrivent en prose des éloges en l'honneur d'Héraclès et d'autres dieux. C'est le cas de l'excellent Prodicos. Et ceci encore n'est pas trop extraordinaire. Ne suis-je pas déjà tombé sur un texte écrit par un savant homme où il était question du sel, dont on faisait un extraordinaire éloge pour son utilité? Bien d'autres réalités du même ordre ont fait l'objet d'un éloge. On s'est donc donné beaucoup de peine pour célébrer des réalités de ce genre, mais, jusqu'à ce jour, il ne s'est trouvé aucun être humain pour oser consacrer à l'amour l'hymne qu'il mérite. Voilà comment on néglige un dieu aussi important. Je crois que Phèdre a bien raison de parler ainsi. Pour ma part, je désire donc faire plaisir à Phèdre en lui apportant ma contribution, et il me semble que, par la même occasion, nous qui sommes ici devons en profiter pour célébrer la divinité. Si donc vous aussi vous partagez cet avis, nous aurons de quoi nous tenir occupés en prononçant des discours. J'estime en effet que chacun d'entre nous, en allant de la gauche vers la droite, devrait prononcer un discours qui soit un éloge à l'amour, le plus beau possible. C'est Phèdre qui parlera le premier, puisqu'il occupe la première place et qu'il est le père de ce discours. Personne, mon cher Éryximaque, reprit Socrate, ne votera contre ta proposition, car je le suppose, elle ne rencontrera d'opposition ni chez moi, qui déclare ne rien savoir sauf sur les sujets qui relèvent d'Éros, ni chez Agathon, ni chez Pausanias, ni assurément chez Aristophane, qui passe tout son temps à s'occuper de Dionysos et d'Aphrodite, ni chez aucun des autres que je vois ici. Il n'en reste pas moins que la partie n'est pas égale pour nous qui occupons les dernières places, mais si ceux qui se trouvent avant nous prononcent de beaux discours qui soient ce qu'il faut, nous serons satisfaits. Sur ce, bonne chance à Phèdre, qui doit être le premier à faire l'éloge d'Éros. Ces propos recueillirent donc l'assentiment de tous les autres, qui invitèrent Phèdre à faire ce que venait de dire Socrate. Il faut dire qu'Aristodème n'avait pas un souvenir exact de ce que chacun avait dit, et moi non plus je ne me souviens pas de tout ce qu'il a raconté. Mais le plus important, ce qui m'a semblé le plus digne d'être rappelé, je vais vous le dire en rapportant le discours que chacun a prononcé. Comme je viens de le dire, c'est bien Phèdre qui prononça le premier discours, en commençant à peu près comme ceci. Éros est un dieu important, et qui mérite l'admiration chez les dieux comme chez les hommes, pour de multiples raisons, dont la moindre n'est pas son origine. Il est parmi les dieux l'un des plus anciens, ce qui est un honneur, disait Phèdre. De cette ancienneté, voici la preuve. Éros n'a ni père ni mère, et aucun auteur, qu'il soit poète ou prosateur, ne lui en attribue. Effectivement, Hésiode dit que d'abord il y eut chaos. Et puis, ensuite, la terre au large sein, assise sur, offerte à jamais à tous, et Éros. Par ailleurs, Akousilaos, qui manifeste son accord avec Hésiode, dit que, après le chaos, sont nés ces deux êtres, la terre et Éros. Pour sa part, Parménide parle en ces termes de son origine. Le tout premier des dieux auquel pensa la déesse fut Éros. Ainsi, plusieurs autorités s'accordent pour reconnaître qu'Éros est l'une des divinités les plus anciennes. Et, puisqu'il est le plus ancien, Éros est pour nous la source des biens les plus grands. Pour ma part, en effet, je suis incapable de nommer un bien qui surpasse celui d'avoir dès sa jeunesse un amant de valeur, et pour un amant, d'avoir un aimé de valeur. Car le principe qui doit inspirer pendant toute leur vie les hommes qui cherchent à vivre comme il faut, cela ne peut être ni les relations de famille, ni les honneurs, ni la richesse, ni rien d'autre qui les produise. Mais cela doit être au plus haut point l'amour. Eh bien, ce principe directeur, quel est-il, je le demande? La honte liée à l'action laide et la recherche de l'honneur liée à l'action belle. Sans cela, en effet, ni cité, ni individu ne peuvent réaliser de grandes et belles choses. Cela admis, je déclare pour ma part que tout homme qui est amoureux, s'il est surpris à commettre une action honteuse, ou s'il subit un traitement honteux sans, par lâcheté, réagir, souffrira moins d'avoir été vu par son père, par ses amis ou par quelqu'un d'autre que par son amant. Et il en va de même pour l'aimer. C'est devant ses amants qu'il éprouve le plus de honte, quand il est surpris à faire quelque chose de honteux. S'il pouvait y avoir moyen de constituer une cité ou de former une armée avec des amants et leurs aimés, il ne pourrait y avoir pour eux de meilleure organisation que le rejet de tout ce qui est laid et l'émulation dans la recherche de l'honneur.
Et si des hommes comme cela combattaient coude à coude, si peu nombreux fussent-ils, ils pourraient vaincre l'humanité en son entier, pour ainsi dire. Car pour un amant, il serait plus intolérable d'être vu par son aimé en train de quitter son rang ou de jeter ses armes que de l'être par le reste de la troupe, et il préférerait mourir plusieurs fois plutôt que de faire cela. Et quant à abandonner son aimé sur le champ de bataille, ou à ne pas lui porter secours quand il est en danger, nul n'est lâche au point qu'Héros lui-même ne parvienne pas à lui inspirer une divine vaillance au point de le rendre aussi vaillant que celui qu'il est par nature. Il ne fait aucun doute que ce que Homère a évoqué en parlant de la fougue qu'insuffle à certains héros la divinité, c'est ce qu'Héros accorde aux amants, ce qui vient de lui. Oui, et mourir pour autrui, c'est en tout cas ce à quoi seuls consentent ceux qui sont amoureux, et pas seulement les hommes, mais aussi les femmes. C'est ce dont la fille de Pélias, Alceste, fournit aux Grecs une preuve évidente qui appuie ce que j'avance, elle qui fut la seule à consentir à mourir à la place de son époux, alors que celui-ci avait encore son père et sa mère, qu'elle surpassa par l'attachement né de son amour au point de faire apparaître ces gens pour des étrangers à l'égard de leur fils, et sans autre lien avec lui que le nom. Et, lorsqu'elle eut agi de la sorte, son geste parut tellement admirable non seulement aux hommes, mais aussi aux dieux, que ces derniers réagirent de la façon suivante. Alors même que, parmi tant de personnages qui ont accompli tant d'actions admirables, il est facile de compter le nombre de ceux auxquels les dieux ont accordé comme privilège de faire remonter leur âme de l'Hadès, eh bien, son âme à elle, les dieux la firent remonter de l'Hadès parce que son acte les avait remplis d'admiration. Tant il est vrai que les dieux honorent au plus haut point le dévouement et la vertu que suscite Eros. En revanche, ils ont renvoyé de l'Hadès Orphée, le fils d'Ogre, sans qu'ils soient arrivés à ses fins, car ils lui montrèrent un fantôme de la femme qu'il était venu chercher, sans la lui rendre vraiment. En effet, les dieux considéraient Orphée comme un efféminé, étant donné qu'il chantait des poèmes en s'accompagnant d'une cithare. Ils estimaient que, au lieu d'avoir sous l'impulsion d'Héros le courage de mourir comme Alceste, il avait eu recours à un artifice pour pénétrer vivant chez Hadès. C'est certainement pour cette raison qu'ils lui infligèrent un châtiment, en faisant que sa mort fût l'œuvre des femmes. Ils n'ont pas agi de même avec Achille, le fils de Thétis, qu'ils ont honoré et qu'ils ont envoyé aux îles des Bienheureux pour la raison suivante. Prévenu par sa mère qu'il trouverait la mort s'il tuait Hector, tandis que, s'il ne le tuait pas, il reviendrait au pays et finirait ses jours âgés, il eut l'audace de choisir de faire quelque chose pour Patrocle son amant et de le venger, non seulement en mourant pour lui, mais aussi en le suivant par sa mort dans le trépas. Voilà pourquoi les dieux, pleins d'admiration, lui ont accordé des honneurs exceptionnels pour avoir ainsi mis si haut son amant. Échille raconte des bêtises quand il prétend qu'Achille était l'amant de Patrocle. Achille surpassait en beauté non seulement Patrocle, mais aussi tous les autres héros pris ensemble. Il n'avait pas encore de barbe au menton, et par conséquent il était le plus jeune, comme le dit Homère. En fait, s'il est vrai que les dieux honorent au plus haut point la valeur qu'Héros inspire, ils admirent, estiment et récompensent encore plus le sentiment de l'aimer pour l'amant que celui de l'amant pour l'aimer. Car l'amant est chose plus divine que l'aimer, puisqu'un dieu l'inspire. Voilà bien pourquoi les dieux ont accordé plus d'honneur à Achille qu'à Alceste, en l'envoyant aux îles des bienheureux. Ainsi donc, j'en conclus pour ma part qu'Héros est le dieu le plus ancien, le plus vénérable, et qui a le plus d'autorité s'agissant de l'acquisition de la vertu et du bonheur pour les êtres humains, aussi bien lorsqu'ils sont vivants qu'après leur mort. Tel fut à peu près le discours de Phèdre, dit Aristodème. Après Phèdre, d'autres prirent la parole, dont il n'avait pas gardé un souvenir précis. Il les laissa de côté et rapporta le discours de Pausanias, qui s'était exprimé ainsi. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. Nous marquons une courte pause. Ok. Bon, ok. Je suis en train d'entrer dedans, je suis en train de me mettre dans le mood. Ce qui est bien, ce qui est très très bien, c'est que malgré la présentation dont je vous ai un peu parlé, qui est particulière, c'est-à-dire euh, qu'à chaque début de tirade, on va dire, il y a le nom du personnage qui s'apprête à parler, un peu comme au théâtre. Au final, il y a quand même une sorte de narration, ce qui fait que je peux
la plupart du temps, vous épargnez de redire le nom de l'interlocuteur parce qu'en fait, naturellement dans le dialogue, ça va facilement se reconnaître. Il y a très souvent, un tel qui dit cela, un tel qui dit cela, et puis c'est un tel qui a réagi, et puis c'est un tel qui a pris la parole. Donc, au final, il y a une au sein du dialogue, il y a une narration en quelque sorte. Donc ça reste, je trouve, assez facile à suivre, malgré la pléthore de personnages et de noms un petit peu compliqués forcément. On est sur un texte de la Grèce antique, donc on est sur des noms à des consonances un petit peu exotiques et pas forcément évidentes pour nous. Donc voilà, déjà, si je prononce mal certains noms propres, veuillez m'excuser. Je fais au mieux, je fais au mieux. D'ailleurs, il y a un moment, un mot qui était carrément écrit en grec ancien, on va dire. Et je ne sais pas, je l'ai prononcé holos, mais je sais même pas si on dit comme ça. C'est l'instrument dont joue à un moment une femme. Donc voilà. Sur ces détails-là, je fais au mieux, mais je ne crois pas que ça handicape franchement la compréhension du texte. Et c'est ça qui est bien, c'est que en philo déjà, on peut se dire ouh là là, ça va être compliqué. Là, avec le bagage en plus antique, le bagage mythologique, etc., on pourrait se dire d'autant plus que c'est compliqué à suivre, etc. Mais pour le moment, moi, c'est ça qui me marque. Alors j'espère que vous le ressentez aussi. J'espère que vous le vivez aussi de cette manière. Mais justement, moi, ce qui me marque pour le moment, c'est à quel point c'est fluide. Je trouve que c'est super bien écrit, super fluide, que les idées s'enchaînent super bien et qu'on sait très bien qui est en train de parler, pourquoi c'est un tel qui a pris la parole et ainsi de suite. Donc j'aime beaucoup le mode de narration, qui est pourtant un peu. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est assez complexe, assez enchevêtré, mais pourtant ça reste assez limpide, je trouve. Pour ça aussi, on peut dire que le travail de traduction de Luc Brisson, du coup, est excellent parce que franchement, je trouve ça très fluide et très facile à suivre. Alors qu'on a une sorte de récit cadre avec, alors je reprends les noms des personnages parce que c'est compliqué. Apollodore qui raconte à Glaucon ce que Aristodème lui a raconté euh, d'un, d'une rencontre, d'une réunion, d'un banquet entre Aristodème, Socrate, Pausanias, Phèdre, on a qui encore Éric Simac, etc. Donc franchement, je vais dire pour un récit cadre aussi alambiqué, je trouve que finalement c'est vachement facile à suivre et vachement bien organisé, quoi. Vraiment fluide, vraiment limpide. Donc ça, je suis assez étonné et je trouve ça très très cool du coup. Euh, on m'a prévenu qu'a priori en philosophie, Platon c'était quand même très accessible. Parce que c'est vrai que je me suis vachement posé ces questions-là de est-ce que je continue à faire de la philo en live? Parce que ça me paraît être tellement des textes velus et encore une fois, comme je le disais dans l'intro, sur lesquels il faut peut-être un peu s'apesantir. Euh, je me suis dit, est-ce que en live de lecture à voix haute comme ça peut fonctionner? Là, franchement, je suis grave surpris et dans le bon sens du terme parce que justement même, étant donné que c'est un peu un exercice de dialogue, voilà, c'est un dialogue de Platon, hein. C'est vraiment presque un genre littéraire, les dialogues de Platon, j'ai l'impression, de la manière dont c'est présenté sur Internet en tout cas. Euh, et bien vu que c'est la forme d'un dialogue, bah, au final ça passe vraiment très bien à l'oral, je trouve, parce que c'est juste bien écrit. Et du coup, le fait que chacun va prendre le flambeau, c'était d'ailleurs assez marrant. Ça me fait penser à plein d'œuvres, hein, en vérité. Ça me fait penser au Décaméron, ça me fait penser à, dans une certaine mesure, ça pourrait faire penser au Sofa de Crébillon, dont je vous ai déjà fait la lecture. Ça pourrait faire penser à même Les Mille et Une Nuits ou que sais-je. Mais ce principe de, ok, on choisit un thème, et à partir de ce thème, on va avoir un personnage ou pléthore de personnages qui racontent leur version, qui racontent leur discours, etc.
Donc c'est une manière de présenter les choses qui fonctionne bien et qui est bien, qui est bien, comment dire? J'ai envie de dire intelligente, même si le mot va un peu tout et rien dire, mais qui est bien presque élégante, quoi. Ça amène, facilement à se poser des questions. Parce qu'au final, ça mime un peu les discussions de comptoir qu'on pourrait avoir ou, les discussions entre amis et cetera, sur, bah, voilà, tiens, un thème, un sujet, on va tous débattre et puis chacun va donner sa version. Hem, donc je trouve que c'est une forme qui rend tout ça vachement accessible. Donc ça, c'est très agréable. Bon après pour le moment, c'est assez drôle d'ailleurs d'avoir ça, je trouve dans ce texte, mais pour le moment, on n'a pas eu grand chose, hein. Pour le moment, on a eu une sorte de rappel, mythologique, de la part du premier intervenant, Phèdre, sur, d'où vient Héros et ainsi de suite. Et plus surprenant, mais intéressant, que la réunion commence par un petit discours sur l'alcool et sur dire: «L'alcool, c'est pas bon pour la santé, venez, on boit pas». Genre, je trouve ça trop marrant que des «amis» entre guillemets se disent ça comme ça. Que vraiment frontalement ils se disent: «Eh non, mais en fait l'alcool, c'est pas ouf, non? Vous trouvez pas qu'on n'est pas mieux sans alcool? Allez, venez, on discute sans alcool». Enfin, OK. C'est assez surprenant, je trouve, pour un texte qui, je le rappelle, date de environ 400 avant Jésus-Christ, quoi. Heu, c'est fou. Après, c'est vrai que on parle souvent de cela, on parle souvent d'à quel point, la Grèce antique, était «ultra moderne» entre guillemets. C'est-à-dire que, vraiment, en lisant des trucs de la Grèce antique, des fois, on se dit: «Mais ils parlent de notre société ou comment ça se passe?» Voire parfois, on aurait tendance à se dire qu'il faudrait s'inspirer d'eux, quoi. Alors après, on va mettre quand même des pincettes dans tout ça parce que il me semble avoir déjà entendu aussi des gens dire que justement, il y avait une sorte d'adulation de cette époque, une sorte de d'idéalisation de cette époque qui, en fait, avait aussi, son lot et son énorme lot, heu, de choses tout à fait, discutables et tout à fait, néfastes, on va dire. Donc voilà, faut toujours, faut pas essayer de, comment dire? J'ai l'impression, c'est mon petit avis, mais j'ai l'impression que, quand on parle d'histoire avec un grand H, et qu'on parle d'une époque, antérieure, d'autant que là, elle est bien antérieure, hem, il faut pas, enfin, faut prendre des pincettes, faut prendre du recul et faut pas trop, se laisser avoir au discours qu'on a pu en entendre, parce que, bah, ces discours peuvent être biaisés déjà. Hem Et puis voilà, être capable de se dire: «Ah OK, là on est dans une autre époque, on est dans un autre contexte, même dans un autre lieu géographique et cetera». Donc voilà, faut déjà avoir, je trouve, un certain recul et se demander, en fait, replacer un peu les choses dans leur contexte, ni idéaliser, ni, diaboliser. Parce que je sais que ça, c'est une chose que m'avait dit une professeure d'ancien français, à la fac. Elle détestait et apparemment il y a plusieurs, professeurs comme ça, enfin voilà, plusieurs intellectuels, on va dire, qui détestaient qu'on dise le Moyen Âge. Parce que le Moyen Âge, ça fait vraiment rien que le terme «moyen», quand on dit Moyen Âge, ça renvoie directement l'image de: «Ah ouais, le temps des bouseux là». Alors qu'en fait non, le Moyen Âge, c'est beaucoup plus riche que ça, c'est très différent. Il y a comment dire? En fait, ça vient coller une étiquette instinctivement, alors que c'est une époque aussi, dont on pourrait, apprendre des tas de choses et sur laquelle on pourrait se renseigner sans a priori, en fait. Donc, je trouve ça vachement intéressant, comment dire? Non seulement le discours qu'on va pouvoir avoir, dans cette œuvre, mais aussi tout le contexte et la gymnastique mentale que ça demande un peu de, ouais, de se replacer dans un contexte, quoi. Bref, trêve de bavardage parce que pour le moment,
On n'a pas découvert grand-chose sur Eros, si ce n'est ses origines, et puis, un petit avis de la part de Phèdre. Pour le moment, je trouve que ça ne va pas bien loin. Est-ce que les discours suivants vont être, plus intéressants, plus développés? On va le voir. Je poursuis donc avec le discours de Pausanias, puis le discours d'Eryximach et on arrêtera là pour ce soir, avant de poursuivre certainement mardi à 21h. Voili voilou. Bonne écoute, que vous me suiviez dans l'ombre du chat Twitch ou en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes. Pour l'outro, je vais relire la phrase d'avant pour rattacher les wagons. Je rappelle qu'il n'y a pas de pause naturelle dans ce bouquin, donc voilà. Je rattache comme je peux les wagons. Le banquet, suite. Tel fut à peu près le discours de Phèdre, dit Aristodème. Après Phèdre, d'autres prirent la parole dont il n'avait pas gardé un souvenir précis. Il les laissa de côté et rapporta le discours de Pausanias qui s'était exprimé ainsi. Je pense, Phèdre, que le thème que nous avons retenu pour le discours est mal formulé. Il a été prescrit tout simplement de faire l'éloge d'Eros. S'il n'y avait qu'un seul Eros, cela irait bien. Mais en fait, il n'y a pas un seul Eros. Et, comme s'il n'y a pas un seul Eros, il convient d'indiquer au préalable lequel doit être l'objet de l'éloge. Pour ma part, je vais donc essayer d'opérer cette rectification. Dans un premier temps, je vais indiquer de quel Eros on doit faire l'éloge, puis je vais prononcer un éloge qui soit digne de ce dieu. Tout le monde sait bien qu'il n'y a pas d'Aphrodite sans Eros. Si donc il n'y avait qu'une seule Aphrodite, il n'y aurait qu'un seul Eros. Mais puisqu'il y a bien deux Aphrodites, il s'ensuit nécessairement qu'il y a aussi deux Eros. Comment nier qu'il y ait deux Aphrodites? L'une, qui est sans doute la plus ancienne et qui n'a pas de mère, c'est la fille d'Ouranos, celle que naturellement nous appelons la Céleste. L'autre, la plus jeune, qui est la fille de Zeus et de Dionée, c'est celle que nous appelons la Vulgaire. Tout naturellement, la correction impose que l'Éros qui coopère avec l'une soit appelé le Vulgaire et que celui qui coopère avec l'autre soit appelé le Céleste. S'il faut certes faire l'éloge de toutes ces divinités, il n'en reste pas moins que l'on doit s'efforcer de déterminer quel lot est échu à chacune des deux. Il en va en effet de toute action comme je vais le dire. Prise en elle-même, une action n'est ni belle ni honteuse. Par exemple, ce que pour l'heure nous sommes en train de faire, boire, chanter, converser, rien de tout cela n'est en soi une action belle. Mais c'est dans la façon d'accomplir cette action que réside telle ou telle qualification. Lorsqu'elle est accomplie avec beauté et dans la rectitude, une action devient belle, et lorsque la même action est accomplie sans rectitude, elle devient honteuse. Et il en va de même à la fois pour l'amour et pour Eros. Eros n'est pas indistinctement beau et digne d'éloge, seul l'Eros qui incite à l'amour qui est beau. Cela dit, l'Eros qui relève de l'Aphrodite vulgaire est véritablement vulgaire, en ceci qu'il opère à l'aventure. C'est ainsi qu'aiment les gens de peu. L'amour de ces gens-là présente deux caractéristiques. Premièrement, il ne va pas moins aux femmes qu'aux garçons, pas moins au corps qu'aux âmes, et deuxièmement, il recherche les partenaires les moins bien pourvus d'intelligence qu'il soit possible de trouver, car il n'a d'autre but que de parvenir à ses fins, sans se soucier de savoir si c'est de belle façon ou non. De là vient évidemment qu'il fait l'amour au hasard, sans se demander si son action est bonne ou si c'est le contraire. Cet Eros-là, en effet, se rattache à la déesse qui, des deux, est de beaucoup la plus jeune, et qui, par son origine, participe à la fois de la femelle et du mâle. L'autre Eros, lui, se rattache à l'Aphrodite céleste. Celle-ci, premier point, participe non pas de la femelle, mais seulement du mâle, ce qui fait qu'elle s'adresse aux garçons. Second point, elle est la plus ancienne des deux, ce qui fait que l'insolence n'est pas son lot. De là vient que se tournent vers le sexe mâle ceux qu'un tel Eros inspire, chérissant le sexe qui a naturellement le plus de vigueur et le plus d'intelligence. J'ajoute que, dans leur façon même d'aimer les jeunes garçons, il est possible de reconnaître ceux qui s'en mélangent, sont mus par cet Eros-là, car pour aimer les jeunes garçons, ils attendent que ces derniers aient déjà fait preuve d'intelligence. Or, cela arrive vers le temps où la barbe pousse.
Ils sont prêts, en effet, je pense, lorsqu'ils commencent à les aimer à cet âge, à rester avec eux toute la vie et à partager leur existence, au lieu d'abuser de celui qu'on aura pris jeune dans sa naïveté et de se moquer de lui en allant courir après un autre. Il faudrait même établir une règle qui interdise d'aimer les jeunes garçons. Ainsi éviterait-on de se donner tant de peine pour une issue incertaine. Car avec les jeunes garçons, on ne peut prévoir ce qu'ils deviendront pour ce qui est du vice et de la vertu, aussi bien sur le plan de l'âme que sur celui du corps. Sans doute les hommes de bien s'astreignent-ils d'eux-mêmes de plein gré à cette règle, mais il faudrait que ceux que nous qualifions d'amants vulgaires soient eux aussi assujettis à une règle de ce genre, et qui soit semblable à celle par laquelle nous les contraignons, dans la mesure du possible, à s'abstenir de rechercher l'amour avec des femmes de condition libre. En fait, ce sont eux qui sont responsables de ce discrédit qui va jusqu'à donner à certains l'audace de dire qu'il est honteux de céder aux avances d'un amant. Mais si l'on dit cela, c'est que portant ses regards sur ces gens, on observe leur conduite intempestive et leur malhonnêteté. Car de toute évidence, aucun acte ne mérite d'être blâmé quand sont respectées la convenance et la règle. Il est naturel que la règle de conduite en ce qui concerne l'amour soit facile à saisir dans certaines cités, car elle y est définie simplement, alors que chez nous, elle est compliquée. En Élide et chez les Béotiens, de même qu'à Sparte, et là où il n'y a pas de sophistes, la règle est simple. Il est bien de céder aux avances d'un amant, et personne, jeune ou vieux, ne dirait que c'est honteux, pour n'avoir pas, j'imagine, à se donner la peine de se lancer, eux qui sont inhabiles à discourir, dans un discours pour tenter de convaincre les jeunes gens. En Ionie, en revanche, et en bien d'autres endroits qui tous sont sous la domination des barbares, la règle veut que ce soit honteux. C'est que, chez les barbares, l'exercice du pouvoir tyrannique conduit à faire de cela en tout cas quelque chose de honteux, tout comme l'est la passion pour le savoir et pour l'exercice physique. En effet, ceux qui détiennent le pouvoir ne tirent aucun avantage, j'imagine, du fait que naissent chez leurs sujets de hautes pensées, ou même de solides amitiés et de fortes solidarités, ce que justement l'amour, plus que toute autre chose, se plaît à réaliser. Les tyrans de chez nous en ont aussi fait l'expérience. En effet, l'amour d'Aristogiton et l'affection d'Harmodios, sentiments solides, brisèrent le pouvoir de ces tyrans. Ainsi, là où la règle veut qu'il soit honteux de céder aux avances d'un amant, cette règle vient de la dépravation de ceux qui l'ont instituée, qu'il s'agisse du désir de domination chez les dirigeants et de la lâcheté chez leurs sujets. Là, en revanche, où la règle a été posée de façon absolue que c'est beau, cette règle s'explique par la paresse d'esprit de ceux qui l'ont instituée. Or, chez nous, la règle établie est beaucoup plus belle, et comme je l'ai dit, elle n'est pas facile à comprendre pour celui qui, en effet, prend en considération les 3 points suivants. Premièrement, il est plus convenable, dit-on, d'aimer ouvertement que d'aimer en cachette, et il est au plus haut point convenable d'aimer les jeunes gens de meilleure famille et de plus haut mérite, fussent-ils moins beaux que d'autres. Deuxièmement, celui qui est amoureux reçoit de tous de chaleureux encouragements, comme s'il ne commettait aucun acte honteux. A-t-il fait une conquête, on juge que c'est pour lui une belle chose, et s'il y échoue, on estime que c'est là quelque chose de honteux. Troisièmement, la règle donne toute liberté d'entreprendre une conquête, puisqu'elle approuve un amant qui adopte des conduites extravagantes, qui exposerait aux blâmes les plus sévères quiconque oserait se conduire de la sorte en poursuivant une autre fin et en cherchant à l'atteindre. Supposons en effet que ce soit parce qu'il souhaite obtenir de l'argent de quelqu'un, ou exercer une magistrature, ou parce qu'il souhaite exercer une autre fonction qu'il consent à faire ce que précisément font les amants pour séduire leurs aimés. C'est-à-dire accompagner sa requête de supplications et d'embrassements, prononcer des serments, aller coucher sur le pas de leur porte, admettre une forme d'esclavage que n'accepterait aucun esclave. Il en serait empêché aussi bien par ses amis que par ses ennemis. Les uns lui adresseraient des blâmes pour s'être livré aux flatteries et aux bassesses, alors que les autres tenteraient de le raisonner et de lui faire honte. En revanche, quand les mêmes conduites sont dans leur ensemble le fait de celui qui est amoureux, on lui en sait gré, et notre règle lui permet de se conduire de la sorte sans encourir le blâme, comme s'il accomplissait là quelque chose de tout à fait admirable. Et le plus étonnant, c'est en vérité que la plupart des gens admettent ceci. Quand il fait un serment, l'amoureux est le seul à qui les dieux pardonnent de transgresser son serment. En effet, on dit qu'un serment d'amour n'est pas un vrai serment. Ainsi, les dieux et les hommes donnent-ils à l'amoureux une liberté totale, comme le proclame la règle chez nous.
Ce qui vient d'être dit pourrait donner à penser que, dans notre cité, la règle veut que l'amour et l'affection, qui récompensent les amants, soient quelque chose de tout à fait convenable. Pourtant, quand les pères imposent comme consigne aux pédagogues d'empêcher les aimés de discuter avec leurs amants, et telle est bien la consigne que reçoit le pédagogue, quand leurs camarades, des jeunes gens du même âge, font aux aimés des reproches lorsqu'ils voient se produire quelque chose du genre, quand, de leur côté, les jeunes gens plus âgés ne manifestent pas leur opposition à ces reproches et ne les blâment même pas en les considérant comme déplacés, bref, quand on prend en considération à leur tour tous ces points, on peut croire que dans notre cité, la règle veut au contraire que cette sorte de conduite soit tenue pour infamante. Or voici, je crois, ce qu'il en est. Comme je l'ai dit en commençant, la chose est loin d'être simple. En elle-même, en effet, elle n'est ni belle ni honteuse, mais elle est belle si on se conduit comme il faut, et honteuse si on se conduit de façon honteuse. Or, se conduire de façon honteuse, c'est céder sans gloire à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, alors que se bien conduire, c'est céder de belle façon à quelqu'un qui le mérite. Et celui qui n'en vaut pas la peine, c'est l'amant vulgaire, celui qui aime le corps plutôt que l'âme. En effet, cet amant-là n'a pas de constance, puisque l'objet même de son amour n'a pas de constance. Oui, sitôt que se fane la fleur du corps que précisément cet amant-là a aimé, il s'envole et disparaît, et il trahit sans vergogne tant de beaux discours et de promesses. En revanche, celui qui aime un caractère qui en vaut la peine reste un amant toute sa vie, car il s'est fondu avec quelque chose de constant. La règle chez nous entend soumettre les amants à une épreuve sérieuse et honnête pour que l'aimé sache à qui céder et à qui fuir, et qui fuir. Pour cette raison, la règle qui est la nôtre encourage les uns à poursuivre et les autres à fuir en instaurant une compétition qui permette de reconnaître à quelle espèce appartiennent et l'amant et l'aimé. Voilà bien pourquoi on estime d'abord qu'il est honteux d'être vite conquis. On veut que du temps passe, ce qui effectivement, dans la plupart des cas, paraît constituer un excellent révélateur. On estime ensuite qu'il est honteux de se laisser conquérir par l'appât de l'argent et du pouvoir politique, soit qu'on tremble devant les représailles et qu'on ne puisse y résister, soit qu'on ne dédaigne pas les avantages de la fortune ou le succès politique. En effet, rien de tout cela ne paraît stable et solide, sans compter qu'il ne peut en sortir un noble sentiment. Dès lors, il ne reste donc, selon notre règle, qu'une seule voie, qui permette à l'aimé de céder de belle façon aux avances de son amant. Chez nous, en effet, la règle est la suivante. De même, on vient de le dire, que les amants peuvent être les esclaves consentants de l'aimer, sous quelque forme que ce soit, sans tomber dans la flatterie ni donner prise à la réprobation. De même aussi, il n'existe qu'une seule autre forme d'esclavage volontaire qui échappe au blâme, celle qui a la vertu pour objet. En effet, chez nous, la règle est la suivante. Si l'on accepte d'être au service de quelqu'un en pensant que par son intermédiaire on deviendra meilleur, dans une forme de savoir quelconque ou dans un autre domaine de l'excellence, quel que soit ce domaine, cet esclavage accepté n'a rien de honteux et ne relève pas de la flatterie. Il faut dès lors réunir en une seule ces deux règles, celle qui concerne l'amour des jeunes garçons et celle qui concerne l'aspiration au savoir et à toute autre vertu, s'il doit résulter un bien du fait que l'aimé cède à l'amant. Quand en effet l'amant et l'aimé tendent vers le même but, l'un et l'autre suivant une règle, le premier de rendre à l'aimé qui lui a cédé tous les services compatibles avec la justice, le second d'accorder à celui qui cherche à le rendre bon et sage toutes les formes d'assistance compatibles avec la justice, l'un pouvant contribuer à faire avancer sur le chemin de l'intelligence et de la vertu, et l'autre ayant besoin de gagner en éducation et en savoir, dans ce cas seulement, lorsque les règles convergent vers un même but, cette coïncidence fait qu'il est beau pour l'aimé d'accorder ses faveurs à l'amant. Autrement, ce ne l'est pas. À cette condition, il n'y a rien de déshonorant à être la victime d'une tromperie. En revanche, dans tous les autres cas de figure, dupe ou non, on encourt le déshonneur. Si, en effet, quelqu'un qui a cédé à un amant riche pour obtenir de l'argent est victime d'une tromperie et n'obtient pas d'argent parce que l'amant en question se révèle être pauvre, l'affaire n'en reste pas moins honteuse. De toute évidence, un tel homme fait montre de son véritable caractère. Pour de l'argent, il est prêt à se mettre de toutes les manières au service de n'importe qui et cela n'est pas beau. En vertu du même raisonnement, si l'on cède à quelqu'un en croyant qu'il est plein de qualités et que l'on deviendra meilleur en obtenant l'affection d'un tel amant et que dupé, on découvre qu'il est mauvais et qu'il ne possède pas la vertu, il n'en reste pas moins que la duperie est une belle duperie. De toute évidence, en effet, cet aimé-là lui aussi a manifesté le fond de sa nature, à savoir que la vertu et le progrès moral sont l'objet en tout et pour tout de son effort passionné, et rien n'est plus beau. Ainsi donc, il est beau en toutes circonstances de céder pour atteindre à la vertu.
Cet Éros relève de l'Aphrodite céleste, et lui-même il est céleste, et sa valeur est grande aussi bien pour la cité que pour les particuliers, car il oblige l'amant en question et son aimé à prendre même soin d'eux-mêmes pour devenir vertueux. Tous les autres amours relèvent de l'autre Aphrodite, la vulgaire. Voilà, mon cher Phèdre, ma contribution improvisée sur Éros. Après la pause de Pausanias, je dois ce genre de symétrie et d'assonance à l'enseignement des sophistes, c'était, racontait Aristodème, au tour d'Aristophane de prononcer un discours. Mais le hasard voulut que, soit parce qu'il avait trop mangé, soit pour une autre raison, un hoquet le prit et qu'il ne fut pas capable de parler, ce qui ne l'empêcha pas de s'adresser à Éryximach, qui occupait la place au-dessous de lui. Tu ferais bien, Éryximach, soit de m'aider à arrêter mon hoquet, soit de parler à ma place, avant que je n'aie moi-même réussi à l'arrêter. Eh bien, répondit Éryximach, je vais faire les deux choses. Je vais, moi, parler à ta place, et toi tu parleras à la mienne quand ton hoquet aura cessé. Pendant que je parlerai, si tu arrives à retenir ton souffle assez longtemps, le hoquet s'arrêtera. Si tu n'obtiens pas de résultat, gargarise-toi avec de l'eau. Et si ton hoquet persiste toujours, prends quelque chose pour te gratter le nez et éternue. Quand tu auras fait cela une ou deux fois, si tenace que puisse être ton hoquet, il s'arrêtera. Dépêche-toi de parler, répondit Aristophane, et moi je vais faire ce que tu dis. Alors, Éryximach prit la parole. À mon avis, nécessité m'est faite, puisque Pausanias, après avoir bien commencé son discours, ne l'a pas mené comme il le faut à son terme, de tenter de donner un terme à ce discours. C'est fort bien, à mon avis, d'avoir distingué deux Éros. Mais cette distinction ne concerne pas seulement les âmes des êtres humains qui recherchent de beaux êtres humains. Elle se retrouve aussi dans les autres choses, qui recherchent toutes sortes d'autres choses, que ce soit dans le corps des vivants dans leur ensemble, dans les plantes qui poussent dans la terre, et pour ainsi dire en toutes choses. La médecine, notre art, nous permet, me semble-t-il, de constater à quel point il est grand et étonnant ce Dieu, et comment il étend son pouvoir à toutes choses, aussi bien aux choses humaines qu'aux choses divines. C'est par la médecine que je commençais mon discours de façon à donner à cet art la place d'honneur. C'est par la médecine que je commencerai mon discours, de façon à donner à cet art la place d'honneur. En effet, la nature des corps comporte le double Éros que je viens d'évoquer. Car dans le corps, ce qui est sain et ce qui est malade, c'est, tout le monde l'admet, quelque chose de différent et de dissemblable. Or, le dissemblable recherche et aime le dissemblable. Ainsi donc, l'amour inhérent à la partie saine est différent de l'amour inhérent à la partie malade. Dès lors, de même qu'il est beau, Pausanias le disait à l'instant, d'accorder ses faveurs aux êtres humains qui le méritent, et honteux d'accorder ses faveurs aux débauchés, de même, quand il s'agit des corps eux-mêmes, favoriser ce qu'il y a de bon et de sain dans chaque corps est beau, et ce qu'il faut faire, et c'est cela que l'on appelle médecine, tandis que cela est honteux pour ce qui est mauvais et malsain, et qu'il faut défavoriser, si l'on veut suivre les règles de l'art. Car, pour le dire en un mot, la médecine est la science des opérations de remplissage et d'évacuation du corps que provoque Éros. Et celui qui sait distinguer dans ces cas quel est le bon Éros et quel est le mauvais, celui-là est le médecin le plus accompli. De même, celui qui sait opérer les changements qui permettent d'acquérir un Éros à la place de l'autre, qui donc sait comment faire naître Éros dans les corps où il ne se trouve pas, alors qu'il devrait s'y trouver, et qui dans le cas contraire sait comment l'en faire partir quand il s'y trouve, celui-là est sans doute un bon praticien. Il doit bien sûr être en mesure de faire apparaître l'affection et l'amour mutuel entre les choses qui dans le corps sont le plus en conflit. Or, les choses qui sont le plus en conflit, ce sont celles qui sont au plus haut point des opposés. Le froid et le chaud, le piquant et le doux, le sec et l'humide, et toutes choses analogues. C'est parce qu'il a su établir entre ces choses amour et concorde que notre ancêtre, Asclépios, a fondé notre art, comme vous le rapportez, vous les poètes, et comme j'en suis persuadé, moi. La médecine est donc, comme je viens de le dire, tout entière gouvernée par ce Dieu. Et il en va de même pour la gymnastique et pour l'agriculture. La musique est dans le même cas. La chose est claire pour quiconque y consacre un minimum de réflexion. C'est sans doute aussi ce que veut dire Héraclite, même si son expression n'est pas celle qui convient. L'unité, dit-il en effet, se constitue en s'opposant elle-même à elle-même, comme c'est le cas pour l'accord de l'arc et celui de la lyre. Or, il n'est vraiment pas raisonnable de dire que l'accord consiste en une opposition ou qu'elle résulte d'une opposition qui continue de subsister. En fait, Héraclite voulait sans doute dire la chose suivante.
À partir d'une opposition antérieure entre l'aigu et le grave, un accord se réalise ultérieurement grâce à l'art musical. Car si effectivement l'aigu et le grave continuaient de s'opposer, il ne pourrait y avoir accord. L'accord est consonance, et une consonance est une sorte de conciliation. Or, la conciliation de ce qui s'oppose est impossible tant que l'opposition subsiste. Par ailleurs, on ne peut réaliser un accord avec ceux qui s'opposent et qui refusent toute conciliation. Oui, et il en va de même pour le rythme qui naît du rapide et du lent, lesquels, d'abord opposés, s'accordent par la suite. Et de même que tout à l'heure c'était la médecine, c'est à présent la musique qui introduit l'accord entre tous ces termes en produisant l'amour mutuel et la concorde. Autrement dit, la musique est elle aussi, dans l'ordre de l'harmonie et du rythme, une science des phénomènes qui ressortissent à l'amour. Il n'en reste pas moins que, même si dans la constitution d'un accord et d'un rythme, on arrive sans aucune difficulté à discerner l'intervention de l'amour, le double Eros, lui, n'y intervient pas encore. Mais, quand il faut, à l'usage des hommes, mettre en œuvre le rythme et l'harmonie soit en composant, ce que nous appelons composition lyrique, soit en utilisant de façon correcte des chants et des poèmes déjà composés, ce que nous appelons éducation, c'est alors que les choses deviennent difficiles et que nous avons besoin de quelqu'un qui sache bien son métier. On voit en effet revenir ici le même argument. S'il faut céder, ce doit être à des êtres humains dont les mœurs se sont bien réglées, et dans le but de devenir meilleurs si ce n'est pas encore le cas. Et c'est l'amour de ces hommes-là dont il faut assurer la sauvegarde, c'est-à-dire le bel Eros, l'Eros céleste, l'Eros de la muse Uranie. L'autre est celui de la muse Polymnie, l'éros vulgaire qu'il faut offrir avec prudence à ceux à qui on l'offre, de manière à en cueillir le plaisir sans provoquer aucun dérèglement. De même, dans notre art, c'est une affaire importante que de bien user des désirs relatifs à l'art culinaire, de manière à en cueillir le plaisir sans se rendre malade. Ainsi donc, en musique, en médecine, et partout ailleurs, aussi bien dans les choses humaines que dans les choses divines, pour autant que cela est permis, il faut sauvegarder l'un et l'autre amour, puisqu'ils s'y trouvent tous les deux. Étant donné que l'arrangement des saisons de l'année est aussi plein de ces deux éros, chaque fois que les attributs dont je viens de parler, le chaud et le froid, le sec et l'humide, rencontrent dans leur rapport mutuel l'éros qui est bien réglé, chaque fois qu'ils s'accordent et qu'ils se mêlent, de façon raisonnable, ils viennent apporter l'abondance et la santé aux hommes, aux animaux et aux plantes. Ils ne leur causent aucun dommage. Mais, chaque fois que l'éros qui s'accompagne de démesure prévaut en ce qui concerne les saisons de l'année, il provoque de nombreuses destructions et de nombreux dommages. En effet, les épidémies se plaisent à provenir de tels phénomènes, et il en va de même pour la masse disparate des maladies qui frappent les animaux et les plantes. Gelée, grêle, nielle du blé proviennent du déséquilibre et du dérèglement qui s'installent dans les relations mutuelles qu'entretiennent de tels phénomènes qui relèvent d'Eros. Il est une science de ces phénomènes qui s'intéresse au mouvement des astres et des saisons de l'année. Elle a pour nom astronomie. Il y a plus. Les sacrifices dans leur ensemble et ce qui ressortit à la divination, c'est-à-dire ce qui permet la communication entre les dieux et les hommes, n'ont d'autre but que cela: sauvegarder Eros et le guérir. En effet, toute impiété se plaît à naître ainsi. Au lieu de céder à l'Eros dont les mœurs sont bien réglées, de l'honorer et de le révérer en toute action, c'est à l'autre Eros que l'on cède dans les rapports que l'on entretient avec ses parents, vivants ou morts, et avec les dieux. D'où précisément la tâche qui a été prescrite à la divination: soumettre à un examen les Eros et les soigner. Dès lors, la divination a pour métier d'établir un lien d'amour entre les dieux et les hommes, parce qu'elle sait quels sont chez les hommes tous les rapports amoureux qui tendent à assurer l'observation des lois divines, c'est-à-dire la piété. La piété, pardon. Telle est la multiple, l'immense, ou plutôt l'universelle puissance que, considérée dans sa totalité, possède Eros dans toutes ses manifestations. Et celui qui travaille avec modération et avec justice à réaliser des œuvres bonnes, que ce soit chez nous ou chez le Dieu, c'est lui qui détient la puissance la plus grande. Il nous procure toute espèce de bonheur, et il nous rend capables d'avoir commerce et amitié les uns avec les autres, et même avec ces êtres qui nous sont supérieurs, les dieux. Cela dit, dans mon éloge d'Eros, je laisse sans doute beaucoup de choses de côté, mais ce n'est pas de mon gré. Au reste, si j'ai oublié quelque chose, c'est ton affaire, Aristophane, de combler la lacune. Ou bien, si tu as dans la tête de faire de ce dieu un autre type d'éloge, fais-le, puisque aussi bien ton hoquet a cessé. Alors, racontait Aristodème, Aristophane prit à son tour la parole.
Le fait est que mon hoquet s'est bien arrêté, mais pas avant de lui avoir appliqué la contrainte de l'éternuement. Belle occasion de m'émerveiller du fait que, pour recouvrer le bon ordre, le corps a besoin de bruits et de chatouillements, comme quand on éternue. Toujours est-il que sur le champ, mon hoquet s'est arrêté, alors que je l'y ai contrainte en éternuant. Et Eric Simac de répliquer: Attention à ce que tu fais, mon bon Aristophane. Tu cherches à faire rire au moment où tu vas parler, et tu me forces à rester sur mes gardes durant le discours que tu vas toi-même prononcer, de crainte que tu ne dises quelque chose qui fasse rire, alors qu'il est en ton pouvoir de discourir paisiblement. Aristophane éclata de rire. Tu as raison, Eric Simac, reprit-il. Mettons que je n'ai rien dit. Mais ne monte pas la garde autour de moi. Dans les propos que je vais tenir, je crains de raconter non pas des choses qui fassent rire, car ce serait un avantage et ma muse y trouverait un terrain de prédilection, mais des choses ridicules. Alors, répliqua Eric Simac, tu t'imagines, Aristophane, que, après avoir décoché ton trait d'esprit, tu vas t'en tirer? Mais tu devrais plutôt faire attention et parler comme quelqu'un qui va rendre des comptes. Mais peut-être t'en ferai-je grâce, si cela me dit. Et c'est la fin du discours d'Éric Simac. Nous allons donc nous arrêter pour la lecture ce soir. Et nous passons à l'outro du live. Ok. Bah franchement, je suis assez sur le cul, pour être franc. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit d'une telle fluidité. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu plus compliqué, que ce soit, encore une fois, je me répète, mais du fait que ce soit de la philosophie, du fait que ce soit la Grèce antique, donc les noms propres et ainsi de suite. Et puis même j'ai l'habitude avec l'Iliade dont on a déjà fait la lecture ensemble. J'ai l'habitude avec les textes antiques que je connais, que les formulations soient un peu plus complexes. On avait fait aussi la lecture du De Natura Rerum de Lucrèce. Donc ouais, j'ai l'habitude que les textes antiques soient peut-être un peu plus compliqués. Alors, pour les textes que j'ai cités, en l'occurrence, ils étaient des textes poétiques. Là, je ne sais pas, mais je ne crois pas que le banquet ait été composé de manière poétique à la base. Encore que, puisqu'à un moment, un personnage fait référence à des assonances. Donc, il y a peut-être quand même une portée esthétique dans l'écriture de ces œuvres. Je ne saurais pas dire pour le banquet de Platon, j'avoue. Donc voilà, je ne sais pas si du coup il y a une différence sur la forme entre ce texte et les autres textes antiques que j'ai pu lire avec vous. Mais force est de constater que je trouve ça giga fluide et giga compréhensible. Euh, je trouve qu'on arrive bien à suivre ce qui se passe et ce qui se dit. Alors bien sûr, il y a des concepts qu'il faut un peu replacer dans son contexte. Quand je pense notamment lorsqu'il parle des jeunes garçons, vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, que à l'Antiquité, c'était quelque chose de très courant, la pédérastie. Voilà, le fait d'avoir des relations avec des jeunes hommes. Euh, donc, euh, donc voilà. Il y a certains concepts forcément qui gagnent en, comment dire, en clarification, en clarté plutôt, si on y ajoute un petit peu d'approfondissement, si on se penche sur les notes du bouquin et qu'on essaie de faire des petites études, des petites recherches. Mais globalement, je trouve que c'est assez limpide et c'est vraiment agréable à lire, je trouve. Ça se dit vraiment bien. Les phrases sont bien construites, le discours évolue de manière très logique, très limpide. Je trouve ça. Je suis vraiment épaté en fait que ce soit si simple, entre guillemets. Et je trouve qu'il n'y a rien de tel qu'un discours simple pour qu'il soit efficace, quoi. Là, pour le moment, d'ailleurs, je trouve que c'est assez marquant. Les discours que je vous ai lus ce soir, je trouve, auraient pu être faits par presque le même personnage. C'est marrant parce que Phèdre fait son discours,
Et Pausanias prend le discours de Phèdre pour dire: ah, ok, c'est intéressant ce que t'as dit, mais t'as oublié ça, t'as oublié le fait qu'il y ait deux héros. Donc je vais essayer d'agrémenter, je vais essayer d'améliorer ton concept, entre guillemets. Mais du coup, il y a ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'il y a une suite logique. Et du coup, c'est hyper facile à saisir, quoi. C'est vraiment, ok, il y a la première idée, maintenant, on va prendre cette première idée comme base et on rajoute quelque chose par-dessus. Et ça a été le cas, je trouve aussi, dans le discours d'Éric Simac, puisqu'il continue d'utiliser les deux héros de Pausanias, mais il va ajouter encore d'autres choses par-dessus. Par contre, apparemment, de ce que je viens de terminer de lire avec vous, le discours d'Aristophane risque de prendre un embranchement un peu différent. Il risque peut-être d'être un petit peu dans la contradiction plutôt que dans la suite logique, ce qui peut être intéressant aussi. Hein. Ce qui peut être intéressant aussi, après tout, faut pas forcément que tous les personnages soient d'accord les uns avec les autres. Donc non, franchement, je trouve ça giga intéressant. Je suis très curieux de voir où ça va aller. Je trouve le discours sur les deux genres d'héros très intéressant. Le discours sur le laid et le beau, extrêmement intéressant également. Le fait de dire que... Enfin, moi, l'idée vraiment maîtresse, si je peux m'exprimer ainsi, l'idée maîtresse que je dégage du texte qui m'a vraiment plu et que je trouve grave bien vu, c'est l'idée de un acte en tant que tel n'est ni beau ni laid. Ça va dépendre de est-ce qu'on le fait de manière belle ou de manière laide. Ça, c'est un questionnement, une réflexion que je trouve très intéressante. Est-ce que je suis d'accord ou non avec, c'est autre chose, mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, une manière de voir que je trouve très intéressante. Et du coup, le prolongement ensuite qui en est fait, de dire que, heu, bah, quelque part, c'est marrant parce que je trouve que encore une fois, ça pourrait être un discours très moderne. Je trouve que alors c'est peut-être aussi parce que je suis complètement mindfuck, par notre époque. Mais on pourrait aussi le rapprocher de discours qu'on a actuellement. Par exemple, un mot qu'on entend énormément en ce moment, c'est toxique, les relations toxiques, et ainsi de suite. Et là, on pourrait se dire qu'on pourrait complètement le replacer dans ce contexte-là. Dire, ah ok, est-ce que accepter quelque part de se mettre en relation avec telle ou telle personne, bah, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas alors eux, ils vont parler de déshonneur, mais en tout cas, on pourrait dire, est-ce qu'il n'y a pas, quelque chose là qui se joue? Est-ce que, si on accepte d'aller entre guillemets «avec n'importe qui», j'ai vraiment aucun jugement là-dessus, hein. Je dis juste qu'on pourrait faire un rapprochement. Hem, Est-ce que si on accepte d'aller, avec n'importe qui entre guillemets, par exemple, de consommer l'amour avec n'importe qui, puisque ça parle aussi un peu de sexe parfois. Est-ce que quelque part on ne peut pas s'en vouloir qu'à soi si derrière on se fait avoir ou ce genre de choses? Hem, Est-ce que si on bah, en fait, ce serait le cas des enfin, aujourd'hui on dirait les michtos par exemple par exemple, hem, avec, ce sujet-là aussi qui est évoqué. Est-ce que si je vais vers quelqu'un dans l'attente d'avoir un gain, pécunier, financier, des avantages, est-ce que, bah, quelque part, j'y vais pas pour les mauvaises raisons et que du coup, je peux en tirer de la honte? Donc ça, je trouve ça assez intéressant aussi, sur le rapport amoureux, le rapport aux autres, hem et j'aime bien parce que moi, ce que j'apprécie, c'est que je trouve que ça rejoint un peu, des phrases que j'ai pu, connaître de Paul Valéry dans Tel quel, qui compare l'amour à un acte artiste. Alors j'ai plus la citation exacte, mais grosso modo, il se pose la question de: «Est-ce que l'amour n'est pas un acte artiste où, l'un et l'autre, on est dans la furieuse, envie de se sublimer l'un l'autre, quoi?» Et je trouve que moi, c'est une vision que j'aime beaucoup, personnellement, de l'amour et j'aime bien parce que là, on retrouve un peu ça quelque part. On retrouve un peu ce truc de dire: «Bah, en fait, qu'est-ce qui serait beau, du coup, dans une relation?»
amoureuse par exemple, eh bien, ça serait d'y aller pour cette raison. Ça serait d'y aller pour, heu, on nous parle ici carrément de d'acquisition, de compétences presque. De dire: «OK, telle personne», moi je le résumerais comme ça, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. Telle personne, je la respecte, je l'admire, je sais qu'elle est capable de m'apporter des choses bénéfiques pour moi et pour ma personne, c'est-à-dire pour faire de moi quelqu'un de meilleur, et donc ça constitue une bonne raison et ça constitue un acte beau que, de vouloir entretenir une relation amoureuse avec cette personne pour cette raison. Et moi voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai perçu, et je trouve ça vachement intéressant comme vision et j'avoue que ça se rapproche pas mal de ma vision pour le coup. Hem, donc très intéressant, mais encore une fois, je suis pas forcément là pour vous dire: «Est-ce que je suis d'accord avec les textes ou non?» «Est-ce que ça va avec ma philosophie ou non?» et tutti quanti, parce que, quelque part ça ne regarde que moi ou en tout cas c'est pas le sujet de ces lives. Par contre, n'hésitez surtout pas dans les commentaires de la vidéo YouTube, si vous pensez que j'ai mal compris, mal interprété un passage, ou si vous en avez tout simplement vous, une vision différente, n'hésitez pas à le communiquer, en commentaire, franchement ça m'intéresserait. Franchement, je trouve que ça peut être, très intéressant. Je sais que plusieurs personnes au fur et à mesure des années m'ont dit, «Mais pourquoi tu fais pas une émission de débat? Ça serait trop intéressant et tout». Je sais pas du tout si je me considère légitime à faire ça, j'avoue. Mais, mais en tout cas, on peut un peu en parler, en commentaire YouTube si vous le voulez, il y a pas de souci. Je trouve ça, très intéressant, de voir aussi, comment un texte comment dire? Comment un texte peut être interprété de manière multiple selon qui va le recevoir, quoi. Et donc, peut-être que vous aurez une lecture complètement différente, peut-être que vous aurez des références complètement différentes, peut-être que vous serez des spécialistes de Platon, ou peut-être que vous aurez eu, une éducation sur d'autres sujets ou quoi que ce soit, ou un autre vécu, une autre expérience, et du coup, ça va vous faire voir les choses d'une manière différente. Et ça, c'est quelque chose que je trouve trop intéressant avec l'être humain, en fait. C'est que, on a tous son vocabulaire propre, on a tous son expérience qui fait que notre vocabulaire nous est propre, et je trouve ça giga intéressant d'essayer de comprendre l'autre et de comprendre ce que veulent dire les mots de l'autre. Parce que même s'ils ont l'air d'être les mêmes que nous, c'est pas toujours le cas. Hem, enfin les mêmes que les nôtres, c'est pas toujours le cas. Donc c'est grave intéressant je trouve d'expliciter, d'essayer de comprendre quelle est la vérité d'un tel et d'un tel. Donc voilà, franchement, si vous voulez vous exprimer, il y a aucun souci, ce sera même avec plaisir. Bien, sur ce, je vais m'arrêter là pour ce soir. Nous lirons quelques discours supplémentaires, je ne sais pas vous dire combien, mais nous lirons quelques discours supplémentaires mardi à 21 heures si tout se passe bien. Je vous tiens au courant, je vous tiens au courant sur les réseaux de toute manière. Donc mardi 21 heures, la suite du banquet de Platon avec quelques autres discours. Et pour ceux qui le désirent, on se retrouvera également, je pense, dimanche dans l'après-midi pour le début de notre lecture sur la Corne des Sables d'Ivoire, donc sur ce livre-jeu, ça va être très cool. Donc n'hésitez pas à venir jouer avec moi, ce serait avec un grand plaisir. Et puis, de même pour ceux qui le désirent, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, dimanche de 21 heures à minuit minimum. Nous serons en veillée, on discutera, on jouera à des jeux de société à votre guise, et ça sera fun, comme d'habitude. Bref, voilà, j'ai fait le tour. Si vous m'avez suivi sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de la lecture. Bye bye!